mon anglais ni mon espagnol me permettent de communiquer aisément avec vous, donc je prie de m'en excuser. J'ai axé cette présentation sur Vélib, donc le vélo en libre service de Paris, mais je vous parlerai aussi au fur et à mesure de cette présentation de notre plan vélo, puisque les élections municipales ont eu lieu il y a un an, quasiment jour pour jour en France, et depuis donc mars dernier, mars 2014, on nous a demandé de mettre en place un nouveau plan vélo pour cette mandature à venir, et donc c'est ce qu'on a essayé de faire, et ce plan vélo sera voté au Conseil de Paris du mois prochain, et donc avant même que tous les conseils de Paris en aient connaissance, vous en aurez la teneur, en partie en tout cas aujourd'hui. Ce plan vélo, il est très important. La municipalité parisienne actuelle a voulu beaucoup investir sur ce plan vélo pour promouvoir la pratique, l'usage de la bicyclette à Paris. Et la maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est fixé un objectif très ambitieux, puisqu'elle souhaite qu'on arrive à 15% de part modale d'ici la fin de la mandature, c'est-à-dire d'ici 2020. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Alors, une première petite chose qui me paraissait importante, c'est de dire que quand même Paris n'est pas la première ville à avoir testé ce type de vélo en libre service, de vélo public. Cette histoire a commencé, alors peut-être que beaucoup d'entre vous le savent déjà, cette histoire a commencé dans les années 60 à Amsterdam avec un groupe d'anarchistes qui voulaient mettre des vélos à disposition du public. Et donc pour ça, ils demandaient aux gens de leur donner leurs vélos, des vieux vélos. Ils les repeignaient en blanc et puis les vélos traînaient dans la rue comme ça. Ils appartenaient à personne et donc quand on voulait en prendre un, on le prenait et puis on le laissait un peu plus loin. Donc évidemment, ça n'a pas duré très longtemps puisque en fait ces vélos n'appartenaient à personne. Donc ils étaient vite volés, dégradés et la police n'avait pas d'interlocuteur à qui s'adresser pour gérer le système. Donc très rapidement, ça a arrêté de fonctionner. Alors, il y a eu d'autres exemples, comme La Rochelle, qui est une ville en France sur la côte atlantique, qui a mis au point, dans les années 70, déjà, un premier système de vélo en libre service. Il y avait 3 stations, 350 vélos. Et puis Rennes, Copenhague, Munich, Helsinki, Vienne et à nouveau Amsterdam s'y sont essayés. Mais en fait, la première ville à mettre en place ce système dans une grande ampleur, c'est la ville de Lyon, en France, avec Vélov. On aime bien les acronymes jeux de mots. Et donc, Lyon, donc c'était 2000 vélos déjà, donc on passe à une échelle supérieure et 175 stations. Et dans la foulée, Paris a souhaité donc s'inscrire dans cette dynamique et reprendre, s'approprier ce système et le développer aussi à Paris. Alors, en fait, on a une agence qui travaille pour nous, une agence d'urbanisme, qui, à partir de l'exemple de Lyon, a fait dans tout Paris, a découpé dans tout Paris des petits carrés de 100 mètres de côté et a regardé dans chaque carré quelle était la part de l'habitat, la part de l'emploi, la part du tourisme, la part du commerce. Et en fonction de ces critères, a déterminé en fait quels seraient les besoins de la population en termes de vélos en libre service, de stations. Et donc ce découpage étant fait, ça a été le point de départ d'un marché public qui a été lancé par la ville de Paris, dans lequel 2 sociétés se sont battues. C'était une vraie guerre pour obtenir ce marché qui représentait un enjeu vraiment très très important. Et du coup, à coup de recours administratif, le marché a dû être relancé. Et il y a une surenchère entre les candidats qui a amené en fait à faire des propositions d'énormément de stations, d'énormément de vélos. Et donc la mairie de Paris a accepté
l'idée de se lancer tout de suite dans une opération vraiment importante, en prenant quand même un risque, parce que évidemment c'est une opération qui allait être extrêmement visible sur l'espace public. Voilà. Donc en fait, ce marché, comme vous le savez, probablement il est adossé sur la publicité. Donc en échange de l'installation, de l'exploitation du système de vélo en libre service, JC2Co, puisque c'est lui qui a été le lauréat, le gagnant du marché, exploite un certain nombre de panneaux publicitaires comme celui-là dans Paris et en retire les recettes. Alors pas l'entièreté des recettes, il y a une partie quand même qui va à la ville de Paris, et les abonnements sont aussi des recettes pour la ville de Paris. Donc tout le monde y gagne et en fait, ça, a priori, ça ne coûte pas un sou à l'usager. Donc c'est un marché qui a été passé à 10 ans, donc à 10 ans depuis 2007. Vous voyez qu'on est presque à la fin du marché, et là on commence déjà évidemment à envisager de renouveler ce marché. Ce qui est intéressant, c'est que, alors c'est ce que disait John pour New York, le fait de commencer par un morceau, ça donne envie aux autres, et tout de suite on a des demandes supplémentaires. Alors à Paris c'était pareil, sauf que Paris, dès le départ, l'implantation du système était prévue sur l'ensemble de la ville. En revanche, très vite, les communes autour de Paris, dans la première couronne, ont été très demandeurs de mettre en place aussi ce système, de sorte que dès 2008, donc même pas un an après la mise en service du système à Paris, on a passé un avenant avec la société JC2Co pour mettre en place des stations donc, dans la petite couronne. Alors juridiquement, on ne pouvait pas en mettre trop, puisqu'il ne fallait pas bouleverser l'économie du marché, mais donc et il ne fallait pas dépasser 1,5 km, puisque le tribunal a estimé qu'il y avait vraiment un intérêt pour Paris, que c'était très lié à Paris, et donc c'est dans ces conditions-là que cette extension pouvait avoir lieu. Et ça a été plutôt une très bonne chose, puisque vous le verrez un peu par la suite, ces utilisateurs de la petite couronne là sont sont très nombreux en fait. Donc voilà, donc ça c'est une partie de Paris avec la densité des stations. Tous les petits points violets sont des stations Vélib. Et effectivement, on a donc une station tous les 300 mètres en moyenne. Donc les chiffres Vélib en 2014, donc je vais essayer de ne pas trop vous abreuver de chiffres, mais quand même pour avoir une idée, donc voilà 1625 stations en tout, hein, 40 670 bornettes, 19 000 vélos, 285 000 abonnés à l'année, 39 millions de trajets en 2014, et puis, donc, depuis le début du marché, 232 millions de trajets faits avec le Vélib. Il est pris en moyenne, donc chaque vélo est pris en moyenne 5,6 fois par jour. Le trajet moyen est de 18 minutes. Donc, on peut estimer que ça fait de l'ordre de 4 km, quelque chose comme ça. Et la plupart des trajets, 92%, sont compris entre 0 et 30 minutes. En même temps, c'est le principe, hein, puisque au-delà, on doit payer 1 euro supplémentaire. Alors justement, au niveau des tarifs, je les indique ici, pas pour voir exactement combien ça coûte, mais c'est plutôt la diversité des tarifs qui est intéressante. Donc l'abonnement à l'année, c'est 29 euros par an. Mais on peut aussi prendre ce qu'on appelle l'abonnement Vélib Passion, qui est à 39 euros, mais qui permet d'avoir 45 minutes de gratuité dans la première période, à la place de 30 minutes quand on prend l'abonnement à 29 euros. Alors les 45 minutes de gratuité sont particulièrement intéressantes justement pour les gens qui vivent dans la petite couronne autour de Paris et qui forcément ont des trajets un petit peu plus longs. Et puis il y a des tarifs pour les jeunes et pour les gens en difficulté socialement, les chômeurs, et pour les étudiants aussi, c'est moins cher.
Donc on peut s'abonner évidemment pour un jour ou pour une semaine. Donc un jour, c'est 1,70 €. Alors, bien sûr, le fait de prendre un vélo et de le remettre ailleurs, ça présente des difficultés en termes de régulation du système, puisque Paris, donc la majorité des vélos sont pris dans le cadre d'un mouvement pendulaire, donc des gens qui vont au travail le matin et qui rentrent chez eux le soir. Et donc, la répartition des emplois et de l'habitat à Paris est telle que, d'une manière un petit peu grossière, on va dire, les gens dorment à l'est et travaillent au centre et à l'ouest. Donc en fait, que ce soit en voiture, en vélo, en RER, enfin en train, en bus, etc., on a majoritairement ce mouvement donc de gens qui viennent de l'est et qui vont dans le centre de Paris et qui retournent le soir. Donc forcément, au niveau des stations vélo, on a donc cet effet qu'on prend un vélo, on prend les vélos au même endroit pour les amener aussi au même endroit. Donc rapidement, il n'y a plus de vélos sur la périphérie et notamment sur l'est. Et puis les stations sont pleines dans le centre. Donc forcément, la régulation est nécessaire, une régulation supplémentaire qui se fait donc avec l'entreprise, la filiale de JC Decaux qui s'appelle Cyclocity, et à l'aide de camions comme celui-là. Donc, eh bien, ces camions tournent pour aller vider les stations pleines et remplir les stations vides, sachant que malgré tout, cette circulation dans Paris, elle n'est pas forcément facile, donc c'est pas forcément très efficace, et donc la majorité de cette régulation se fait plutôt la nuit, où là pour le coup c'est plus efficace en termes de circulation. Alors, pour lutter contre le phénomène relief, et les vélos descendent mais ne remontent jamais, donc c'est le cas, on le voit bien ici en mauve, en pourpre, on a la butte Montmartre qui est au nord, et puis à l'est on a aussi, le point le plus haut de Paris se trouve d'ailleurs à l'est, il n'est pas à Montmartre, sur une colline qu'on appelle Télégraphe, c'est là où on a la rue de Ménilmontant aussi qui monte très fortement, et là bon, on a le phénomène relief où les gens prennent un vélo pour aller dans le centre, mais ils remontent en métro ou en bus. Et donc, pour lutter contre ça, on a mis au point un système de bonus pour tous ceux qui avaient le courage de remonter sur ces collines. Eh bien, on leur accordait des points supplémentaires qui leur donnaient des minutes, qui leur permettaient de gagner des minutes gratuitement pour utiliser Vélib plus longtemps. Voilà, alors chaque semaine, donc, cette régulation correspond à un mouvement de l'ensemble de la totalité des vélos, donc 18 000, 19 000, voilà. Alors, le profil du vélibeur, qui est le vélibeur? Alors ça, c'est intéressant aussi de le rapprocher avec le profil du cycliste qui n'est pas vélibeur, qui possède son propre vélo. Ce qu'on constate rapidement, c'est que le vélibeur est plutôt quelqu'un de jeune. 55% d'entre eux se situent entre 18 et 35 ans. Mais pas que, on a des jeunes et des moins jeunes aussi. On retrouve cette plage d'âge aussi dans le cycliste régulier, où en 10 ans, on s'est rendu compte que il y a 10 ans, en 2001, enfin il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans, il y a 15 ans, 14 ans, en 2001, le cycliste, c'était un homme jeune qui allait à son travail. Aujourd'hui, non, c'est... alors il y avait par exemple 30% de femmes en 2001, il y en a 40%, presque 40% maintenant. On espère vraiment arriver à 50%. Ce serait un des domaines où la parité serait entière, et donc on y compte bien. Et donc on a aussi des gens plus jeunes, des gens plus âgés. Et puis les raisons aussi de circuler à Vélib se diversifient. Ce n'est plus que pour aller au travail, mais pour le loisir, pour faire du sport, pour faire ses achats, etc. Donc, ce qui est amusant, alors je ne sais pas s'il y a un message derrière, dans les abonnés annuels et les abonnés occasionnels, 60% sont des hommes pour les abonnés annuels, mais 62% sont des femmes pour les abonnés occasionnels. Est-ce que ça traduit une manière de vivre le vélo qui serait différente de l'homme à la femme, et pourquoi? Je n'ai pas trop la réponse. En tout cas, beaucoup sont quand même assez satisfaits de ce service et ont envie de se réabonner.
Et les principaux attraits du Vélib qui sont avancés, c'est la liberté, ce phénomène de liberté, de faire ce qu'on veut. On n'est pas aliéné par son vélo. J'ai des jeunes autour de moi qui préfèrent Vélib parce que quand ils sortent le soir, ils ne savent pas comment va se passer la soirée. Avec Vélib, ils savent qu'ils pourront toujours rentrer, alors qu'avec leur propre vélo, ils peuvent être encombrés, handicapés. Et donc, voilà. 46% des abonnés sont sur la Petite Couronne, donc c'est quand même beaucoup. Alors ils l'utilisent surtout à Paris, mais c'est quand même des abonnés de la Petite Couronne, donc des départements tout autour. Alors comment Vélib se place dans l'évolution du vélo à Paris? Donc quelques chiffres sur les parts modales. Paris est une ville assez particulière parce qu'on y marche énormément. Donc 53% de part modale, c'est la marche à pied. Donc du coup, ça écrase un peu tout, quoi. Et tout le reste est forcément beaucoup moins important. Alors les transports en commun sont quand même très largement utilisés. Et puis Paris, la région parisienne est une agglomération très bien desservi en transport en commun. C'est même presque un handicap pour le vélo parce que le transport en commun est très compétitif et pour aller d'un endroit à un autre, eh bien, en transport en commun, on y est quand même assez rapidement, assez facilement. La voiture, elle baisse d'année en année depuis 2000, à peu près à raison de 2% par an. Donc, on a une baisse de 25% de l'usage de la voiture. Alors, je parle de Paris intramuros. Et le vélo, lui, par contre, il a triplé en 10 ans, entre 2001 et 2010. Et donc, on est passé de 84 000 déplacements en 2001 à 255 000 en 2010. Et alors ça, c'est l'enquête globale des transports qui dit ça, mais c'est quand on rajoute les déplacements annexes, donc je prends mon vélo pour aller prendre le métro, en fait, au final, ça fait 315 000 déplacements à vélo dans Paris chaque jour. Et dans ces 315 000 déplacements à vélo, il y a 120 000 déplacements en moyenne, à peu près, qui sont faits en Vélib, quoi. D'où une proportion de 35% de Vélibeurs par rapport aux cyclistes. Alors là, c'est quelque chose de très français. Vélib dans l'évolution du vélo à Paris, c'est des événements qui ont boosté le vélo d'une manière générale. Alors il y en a deux qui ont boosté le vélo en 95 et en 2003, c'est les grèves. Donc en France on aime bien ça. Alors à cette époque-là, les grèves elles étaient costauds. Et donc en 95 par exemple, c'était augmenter l'âge de la retraite pour les fonctionnaires et notamment ceux des transports en commun. Donc forcément ça du mal passé et grève monumentale pendant 1 mois, donc le bazar dans Paris et toute la région parisienne. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On ressort son vieux vélo de la cave et on va au travail, on se déplace à vélo. Donc ça a été très marquant dans l'histoire de la pratique du vélo à Paris. Et ça a boosté le vélo. En 2003, il y en a eu une autre. Donc on le voit, c'est repéré par le chiffre 1, où on a aussi un petit pic pour le vélo. Et puis, l'avènement du Vélib a également boosté très fortement la pratique cyclable à Paris, puisqu'on estime à 35% d'augmentation, mais très vite en fait. C'est ce qui est assez remarquable dans l'avènement du Vélib, c'est que ça s'est fait d'un coup, quoi. La montée était très brutale, très rapide. Oui, donc un petit mot des accidents. Alors John et Barcelone, je crois, ont montré à peu près les mêmes courbes, donc à la limite c'est rassurant. Là ici il manquerait la connectivité, mais on voit bien aussi que heureusement et tant mieux, la courbe d'accidentologie ne suit pas et de loin la courbe de la pratique cycliste à Paris. Donc en vert, on voit bien que le nombre de vélos augmente
de façon importante sur 20 ans. Là où les accidents, et que ce soit des blessés graves, des blessés légers ou des tués, n'augmentent pas du tout dans les mêmes proportions, et c'est tant mieux. Et ça confirme bien donc le principe, hein, plus il y a de vélos et moins il y a d'accidents en fait. Alors, hier, on a parlé d'intermodalité par rapport au vélo. Et à Paris, c'est un vrai sujet aussi. Il y a beaucoup de gares à Paris. Hein. Les voici indiquées sur ce plan. Saint-Lazare, qui est une gare qui transporte beaucoup de gens de banlieue qui viennent travailler à Paris et réciproquement. Donc, il y a beaucoup de mouvements pendulaires. La gare du Nord, celle qui permet d'aller à Londres d'un côté, à Lille et Bruxelles de l'autre. La gare de l'Est vous emmène à Strasbourg. Voilà, Montparnasse, c'est plutôt l'ouest de la France. La gare de Lyon, c'est le sud, Austerlitz aussi. Et ces gares ne provoquent pas forcément le même phénomène d'une gare à l'autre. Vous avez la gare du Nord, par exemple, où le matin, très vite, les stations Vélib se vident. Donc les gens arrivent, sortent de la gare et montent sur un vélo pour continuer leur chemin. Alors qu'à la gare de Lyon, c'est plutôt le contraire. Les stations se remplissent très vite. Alors, il y a quelque chose qui peut l'expliquer. Il y a peut-être deux choses qui peuvent l'expliquer. C'est autour de la gare de Lyon, il y a beaucoup de bureaux. Donc, on peut imaginer qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans le secteur de la gare de Lyon et donc qui laissent leur Vélib dans ce secteur-là pour aller travailler, ce qui est quand même nettement moins le cas au niveau de la gare du Nord. Et puis, il y a aussi beaucoup de gens qui prennent le TGV tous les jours, tous les matins, pour aller passer la journée à Lyon ou à Marseille. Alors, autour de la gare Saint-Lazare, donc ça c'est la gare Saint-Lazare, donc la station 8002 a été installée très récemment avec le réaménagement du parvis de la gare, et donc cette station Vélib complète un ensemble de stations et donc vient renforcer le caractère intermodal qui est lié donc à ces secteurs très particuliers que sont ceux autour des gares. Donc voilà, 97% des Vélibeurs utilisent aussi les transports en commun, donc ça en dit long sur cet intérêt pour l'intermodalité. Alors, il se trouve, et là c'est peut-être une incise vers le plan vélo de la ville de Paris 2015-2020, il se trouve qu'à Paris, on n'a pas de vélostation. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Donc, c'est des grands parkings à vélo, comme on en trouve évidemment à Amsterdam, à Utrecht, Delft, mais aussi à Copenhague, et aussi dans quelques villes françaises et probablement dans des villes espagnoles aussi. Donc, ces vélostations sont des grands parcs de stationnement pour vélos, avec parfois des services comme des petits ateliers de réparation, comme des vestiaires, etc. Et à Paris, on a beaucoup de mal à en créer. Pourquoi? Parce que le foncier, il est très cher. L'opérateur chargé des trains, la SNCF, préfère faire des galeries commerciales et vendre des fringues. Ça rapporte beaucoup plus d'argent que d'occuper ces espaces à garer des vélos. Et donc, garer son vélo à 10 € par mois, c'est pas très juteux, on va dire. Donc voilà, on a beaucoup de mal à faire ces vélostations. Alors pour autant, on désespère pas, et dans ce plan vélo, donc on ambitionne d'en créer deux, donc une près de la gare de Lyon, une près de la gare Montparnasse, en utilisant des souterrains pour les voitures, en les supprimant, en remettant les voitures en surface et en utilisant ces souterrains pour faire des garages à vélo qui sont vraiment très très proches des gares. Et alors j'en profite aussi pour dire que en termes de régulation aussi, ce qui est visible pour la gare Saint-Lazare, c'est fait aussi sur tout Paris, c'est que régulièrement on crée des extensions de stations Vélib pour augmenter la capacité et pour mieux absorber les mouvements. Alors, l'intermodalité, c'est donc avec les transports en commun, mais pas seulement. Donc, on a 17% des abonnés à Vélib qui sont aussi abonnés à Autolib. Alors,
il y a aussi Scoot Libre qui est un petit peu dans l'air du temps. Je ne sais pas si ça se fera. Il y a enfin tout machin libre aussi. Mais Autolib, bon, c'est un peu le contraire de Vélib. Ça a commencé tout doucement et ça monte progressivement. Ça n'a pas été fulgurant dès le début, mais petit à petit, le système aussi connaît son succès. Et donc voilà, c'est peut-être une autre manière de vivre le déplacement, hein, que de passer du transport en commun à un vélo en libre-service, à une voiture en libre-service, en fonction de ses besoins. Alors bien évidemment, tout ça, ça a un impact sur le stationnement notamment, puisque les stations Vélib, les stations Autolib sont en majorité, en très grande majorité, installées sur la bande de stationnement, donc au détriment des véhicules particuliers. Et donc Vélib, par exemple, ça a voulu dire donc 3500 places de voitures, de stationnement voitures supprimées. Autolib, c'est 2300 places. On a aussi le projet d'augmenter les stations d'autopartage et on a aussi commencé à mettre au point un stationnement privilégié pour les professionnels, les artisans. Donc avec une carte, ça leur permet de stationner plus facilement aussi dans la ville. Et on voit bien donc que cette bande de stationnement évolue vers un espace de service et non plus un espace d'appropriation individuelle par le particulier et sa voiture. On a aussi dans le même ordre d'idée, alors là ça va plutôt à l'encontre de Vélib. À Paris, les immeubles sont assez vieux dans beaucoup d'endroits et les propriétaires ne veulent pas qu'on garde son vélo à l'intérieur de l'immeuble, dans la cour d'immeuble. Il n'y a pas de place dans les immeubles. Donc du coup, ça décourage beaucoup les gens de se mettre au vélo. Alors Vélib est une solution. Une autre solution qu'on nous demande de plus en plus, c'est de mettre du stationnement sur l'espace public, sécurisé, dans des vélos box, dans des boîtes à vélo sécurisées avec une clé, un code, que sais-je. Et donc, on réfléchit à effectivement mettre en place ce système. Si vous avez des idées, on est preneur. Alors, on aimerait aussi l'associer au fret et aux livraisons des petits colis. De plus en plus, avec le e-commerce, on a des livraisons qui doivent se faire en masse. Et plutôt que de les faire à domicile, on aimerait donc que cette vélo-box, par exemple, puisse présenter sur un côté des casiers où on pourrait livrer des différents petits colis à l'intention des gens, des riverains de la ville. Donc voilà, donc encore une manière d'occuper cette bande de stationnement d'une façon un peu différente, un peu... Alors, Vélib et le partage de l'espace public, là, on a vu la première conséquence directe sur le stationnement. Après, bon, là, on est plus dans l'aménagement. Donc là, il n'y a pas de différence entre Vélib et le vélo et le cycliste régulier. On a deux pics qui ont, dans l'histoire de l'aménagement des aménagements cyclables à Paris, lorsque tout d'un coup on a ouvert les couloirs de bus au vélo. Donc on a un premier pic dans le linéaire d'aménagement mis en place. Donc ces couloirs de bus, en général, on les a élargis à 4,50 m. Donc 4,50 m, ça permet au bus de doubler le vélo ou au vélo de doubler le bus sans sortir du couloir et en respectant la distance de sécurité entre le bus et le vélo. Ce système a été très apprécié évidemment au début, puisque l'interdiction de rouler dans les couloirs de bus, ça voulait dire rouler avec les voitures à gauche du couloir de bus, donc dans une situation évidemment très très inconfortable. Donc c'était presque nécessaire de permettre aux cyclistes de rouler dans ces couloirs de bus. Et au début ça marchait plutôt bien parce qu'il n'y avait pas énormément de vélos. Aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de vélos dans les couloirs de bus où il y a aussi beaucoup de bus, on pense que ce système il a un peu trouvé ses limites et on a envie de quand même sortir les vélos du couloir de bus pour les mettre dans un espace qui leur soit complètement dédié. Alors les aménagements cyclables, alors nous aussi on a notre piste cyclable avec stationnement reconstitué. Alors
l'espace dédié à celui qui sort de sa voiture, il est encore plus petit qu'à New York, mais on fait avec la place qu'on a. On a des espaces comme près du métro Saint-Paul, où là on avait un espace circulé par tout le monde, voitures, etc., des trottoirs plutôt étroits, un endroit très commerçant, et 3 lignes de bus qui passaient sur cet espace, et on l'a complètement réaménagé en faisant un terre-plein. Alors j'ose pas dire le mot piéton, parce qu'il est piéton, mais il est quand même ouvert aux bus, aux vélos, aux taxis et aux livraisons. Donc c'est à moitié piéton, et les bus donc roulent vraiment au pas. Donc ils actionnent leurs petites clochettes pour signaler qu'ils sont là. Mais les piétons marchent aussi au même endroit. Et au début, ça effrayait un petit peu cette idée-là. En fait, ça se passe plutôt très très bien. Un autre exemple, c'est précisément la rue de Ménilmontant. On voit avant-après. Donc avant, on avait donc une rue à double sens pour les voitures, pour tout le monde, avec une ligne de bus importante qui transporte beaucoup de gens et qui était régulièrement bloquée dans les embouteillages. Et donc, on a transformé cette rue à double sens en une rue à double sens pour les bus, mais un seul sens pour les voitures. Évidemment, le sens pour les bus, il est ouvert au vélo. On a pu élargir les trottoirs, adapter des zones de livraison à certains endroits. Et donc, on a énormément calmé la circulation dans la rue. Il y a beaucoup moins d'encombrement. Le bus y gagne dans un sens comme dans l'autre, parce que quand on fluidifie dans un sens, on améliore aussi l'autre quand même. Et cet aménagement, on a eu beaucoup de mal à le faire passer, notamment auprès des commerçants qui pensaient que l'absence de voitures dans la rue, ou enfin, en tout cas la diminution de la circulation des voitures allait les pénaliser énormément. En fait, il n'en est rien. La majorité des gens font leurs courses autrement qu'en voiture dans Paris. Alors, un autre aménagement qui a boosté aussi, qui nous a permis d'augmenter notre linéaire d'aménagement cyclable dans Paris, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le double sens cyclable, qui n'est pas autre chose que de rouler dans les deux sens quand on est cycliste, dans une rue à sens unique pour les voitures. Et donc, on l'a autorisé, donc, ce double sens cyclable, dans toutes les zones 30, les zones qui sont limitées à 30 km/h. Et en fait, c'est même la loi qui nous y oblige en France. Donc, dans les zones 30, on doit permettre aux vélos de rouler dans les deux sens, dans les rues à sens unique pour les voitures. Beaucoup étaient très effrayés à cette idée au départ, en se disant mais il va y avoir des accidents, ça va être une vraie boucherie, etc. En fait, il n'en est rien du tout. Et quand je dis il n'en est rien, j'aurais même tendance à penser qu'il y a plutôt moins d'accidents pour les vélos qui sont à contresens que pour les vélos qui sont dans le sens de la circulation. Et si vous êtes cycliste, vous aurez peut-être la même impression que moi, mais je préfère voir une voiture arriver en face de moi que d'avoir une voiture derrière moi qui me met la pression pour me dépasser, qui va me dépasser en laissant très peu de distance entre elle et moi. Et puis un autre attrait aussi du double sens cyclable, du contresens, c'est les ouvertures de portières. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça à Madrid, mais à Paris, la première cause d'accident pour les vélos, c'est les ouvertures de portières. Alors ça peut faire très très mal, ça peut même tuer, puisque si on dévie sa trajectoire, on peut rencontrer un autre véhicule qui vient en face, etc. Et donc ce qu'on constate, c'est que quand le vélo est à contresens, il y a 0 accident d'ouverture de portière, puisqu'en fait, celui qui ouvre la portière, il voit le vélo arriver en face. Donc, il faudrait vraiment être sadique pour l'ouvrir à ce moment-là. Et à la limite, même si l'accident se produisait, c'est plutôt celui qui ouvre la portière qui serait blessé davantage que le cycliste. Mais de toute façon, ça n'arrive pas. Au point où même, quand on a une file de stationnement dans une rue, eh bien, on préfère la mettre du côté du contresens cyclable que du côté du sens pour tout le monde. Donc on a créé 215 km de double sens cyclable dans ces zones 30 au cours de la mandature précédente. Et voici en orange les zones 30 qui sont celles d'aujourd'hui.
Et forcément, le cycliste demande, alors il a appris à utiliser ces doubles sens cyclables, il est plutôt à l'aise avec, et alors les vélibeurs, eux, sont aussi très très intéressés par ce double sens cyclable. Mais pourquoi? Parce que quand on voit une station Vélib dans une rue à proximité, mais qu'on a un sens interdit, qu'on voit qu'il y a de la place, c'est trop tentant de la prendre dans le sens interdit pour aller garer son Vélib, plutôt que de faire tout un détour pour revenir sur la même station. Donc, le comité des usagers Vélib, puisqu'il en existe un, nous demande instamment de mettre toutes les rues où il y a des stations Vélib à double sens pour les vélos, pour leur faciliter l'accès aux stations. Et puis de toute façon, les associations nous demandent aussi de mettre toutes les rues à double sens de Paris pour les vélos, de sorte que c'est un objectif de cette mandature de passer toute la ville de Paris à 30, donc d'avoir des zones 30, donc ces polygones orange, de les avoir sur tout Paris. Et donc aujourd'hui, la difficulté, c'est de trouver quels axes resteraient à 50 km/h en fait. Aujourd'hui, la loi ne nous permet pas de passer toute la ville à 30, mais donc il faut garder des axes à 50. Et du coup, on en est à réfléchir sur quels sont les axes qui pourraient rester à 50, avoir des mailles qui soient quand même un peu fermées. Là, c'est pas forcément toujours le cas. Donc il y a deux tracés, il y a deux couleurs, parce que selon les cas, on pourrait avoir que les rouges ou les rouges et les marrons. Déjà, notre adjoint chargé des déplacements nous a dit que dans le centre, il fallait que tout passe à 30, tout le centre de Paris. Là. Et voilà, donc tous ces axes, ce seraient les axes structurants du réseau à 50 dans Paris, et tout le reste, ce serait des zones 30 avec double sens cyclable dans toutes les rues. En termes d'aménagement, donc c'est les axes qui resteraient à 50, voire même certains axes qui seraient quand même dans des zones 30, mais avec une circulation peut-être un petit peu importante. Il y a eu des aménagements qui ont été faits, donc des pistes cyclables, des bandes cyclables, on a un peu de tout, hein, des couloirs bus protégés avec une bordurette ou sans, enfin bref, il y a pas mal de choses. Le plan vélo qu'on met en place pour cette mandature prévoit alors deux phases en termes d'aménagement. La première phase, c'est de revenir un peu sur nos bêtises, les bêtises qu'on a pu faire par le passé. Alors par exemple sur le boulevard des Maréchaux Sud, qui a été la première phase de la mise en place du tramway dans Paris. Donc au fur et à mesure, on fait des aménagements cyclables. Et alors là, sur cette partie-là, on a des configurations un peu différentes. Donc de temps en temps, on est une piste dans chaque sens de chaque côté. Un peu plus loin, on a une piste bidirectionnelle. Encore un peu plus loin, il y a une absence sur un petit morceau. Et donc, le vélo, il est obligé de chercher la piste, chercher le bon endroit pour continuer son chemin. Le cycliste a horreur de ça. Ce qu'il aime, c'est la continuité. Et donc, voilà, on espère corriger un petit peu cet aspect-là pour avoir quelque chose d'un peu plus continu sans devoir changer de configuration. Le boulevard Magenta ou Barbès, on en parlait hier, c'est la problématique conflit piéton-vélo. Aussi bien sur Magenta que sur Barbès, on a élargi les trottoirs. Il faisait déjà 5 mètres de large avec des plantations. On les a élargis à 7 mètres et on a fait la piste sur l'extension du trottoir. Malgré ça, cette piste attire les piétons et donc on a des conflits piétons-vélos donc qui ne sont pas tout à fait satisfaisants, donc on aimerait revenir un petit peu dessus. Et sinon, en termes d'aménagement, donc là, le plan vélo de cette mandature est ambitieux. Hein. Donc en termes d'aménagement, c'est à peu près 60 millions d'euros qui seront consacrés aux aménagements à proprement parler, à peu près 10-15 millions pour le stationnement, y compris les vélos box, les vélos stations, que sais-je encore, et puis 30 millions pour les zones 30. Donc pour les aménagements, donc l'idée c'est d'avoir quelque chose qui soit très structurant, avec des aménagements continus d'un bout à l'autre. Donc tout ce qui est en pointillé, c'est ce qui existe déjà, d'une forme ou sous une autre, mais qui plutôt est satisfaisant. Là, l'idée, c'est vraiment de, par les traits pleins, d'avoir des liaisons qui soient intéressantes et continues. Alors nous, notre modèle,
c'est un peu celui-là, c'est d'élargir effectivement, alors je ne sais pas si ça s'appelle élargir le trottoir encore, c'est avoir un espace intermédiaire qui soit bien séparé de la chaussée et qui ne soit pas sur le trottoir existant de toute façon, donc d'avoir un espace bien différencié et plutôt bidirectionnel comme ça dans les deux sens. Nous on y voit un intérêt par rapport à la piste sur chaussée, c'est que de cette façon-là on échappe à beaucoup plus de feux, de signalisation tricolore, puisqu'en fait, il y a, par exemple, si on prend ce cas de figure, à chaque fois qu'on a une rue transversale, on peut avoir des feux, on peut avoir de la priorité à droite, etc. Quand on a une piste bidirectionnelle comme ça, le vélo ne s'arrête pas. Et donc, il n'est pas soumis à la même signalisation que les voitures, donc il en a beaucoup moins. Et quand on a des carrefours à franchir, de cette façon-là aussi, on fait traverser les vélos avec les piétons, donc en regardant les caissons piétons. Et donc, il n'y a pas de feu spécifique pour les vélos quand on est dans cette configuration, ce qui nous permet d'aller dans le sens des architectes qui nous disent que c'est bien joli vos aménagements cyclables, mais alors quelle peinture ça occasionne sur le sol, il y a de la peinture dans tous les sens, il y a des feux partout au carrefour, etc. Et donc ils trouvent que finalement, au final, c'est un peu lourd, tous ces dispositifs. Donc voilà, on essaie de tendre vers quelque chose qui soit le moins consommateur de signalisation, tout en essayant que ce soit quand même lisible. Alors, ce que les architectes aussi à Paris détestent, c'est la couleur. Alors, tous les gens nous disent, faites les pistes en vert, en bleu. Ben non, les architectes des bâtiments de France nous l'interdisent. Et donc, on essaye de jouer sur le matériau. Donc, quand on a un espace piéton en granit, on fait un espace vélo en asphalte. Quand on a un espace piéton en asphalte noir, on fait un espace vélo en asphalte clair. On essaie de jouer donc sur les teintes par ce biais-là. Si on revient à Vélib, donc là c'était le bon exemple. Ce qu'on voyait ici avant, dans l'image d'avant, c'était une piste qui longeait le canal de l'Ourcq, qui s'en va très loin en province. Et c'est notamment sur le trajet, j'y reviendrai tout de suite après, d'une liaison importante entre Trondheim et Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Donc cette liaison, cette véloroute, comme on les appelle, passe par Paris. Elle passe le long du canal de l'Ourcq et le long de la Seine. Et ça nous amène donc à parler du tourisme à vélo et donc de façon un peu plus large de l'ensemble des motifs pour lesquels on fait du vélo. Donc si le trajet domicile-travail reste important, 21%, on fait du Vélib aussi beaucoup pour faire du tourisme, 17%, c'est quand même énorme. Donc c'est vraiment une dimension à prendre en compte. Et puis, on fait aussi, ça m'a beaucoup surpris quand j'ai lu ça, 13% font du Vélib pour faire du sport, pour avoir une activité physique. Donc voilà, le matin, il se dit, bah, je prends un Vélib et je fais une demi-heure de vélo et ça va me faire du bien. Ce qui est vrai, hein, mais c'est marrant de l'utiliser pour ça, je trouve. Et puis alors évidemment, pour faire du shopping, etc. Pour le tourisme, alors bon, là, il y a peut-être les Allemands, les Anglais, les Américains font beaucoup de tourisme à vélo à Paris. Voilà, 203 000 trajets en 2010, 318 000 en 2013. Donc ça représente une bonne part d'utilisation du Vélib. Et donc là, j'en viens à mes fameuses véloroutes. Alors les véloroutes, évidemment, c'est précisément pas tellement fait pour le Vélib, parce qu'à moins de faire Paris-Londres en une demi-heure, ça me paraît quand même un peu difficile. Donc là, c'est plutôt pour les autres. Hein. Donc on a ce petit panneau, Londres 408 km, qui est installé devant le Notre-Dame de Paris, pour ceux qui sont courageux. Donc qui sait, peut-être un jour, on aura en dessous New York ou Madrid. Alors la véloroute qui va à Saint-Jacques-de-Compostelle, je ne suis pas sûr qu'elle passe par Madrid parce que ce ne serait pas le plus court chemin pour le coup. Mais voilà. Alors la Vélocénie, elle va au Mont-Saint-Michel dans l'ouest de la France. Et au-delà de ces véloroutes, effectivement, qui ne peuvent pas concerner les Vélib, nous, ce qu'on aimerait mettre en place dans cette mandature aussi, c'est des trajets touristiques, justement à l'attention des Vélibeurs, mais pas seulement, hein, ça peut être aussi ces transporteurs de touristes. Alors,
avec assistance électrique, c'est acceptable. Sans assistance électrique, ça ressemble un peu à de l'esclavagisme. Mais bon, en tout cas, favoriser le tourisme à vélo, ça fait partie des enjeux très importants pour une ville touristique comme Madrid, comme Paris, comme beaucoup d'autres. Parce que si ça se fait pas en vélo, ça se fait en car, par exemple. Donc on a des cars qui arrivent dans le centre, qui se garent n'importe où, qui restent moteur allumé l'hiver pour avoir le chauffage, moteur allumé l'été pour avoir la clim, etc. C'est des véhicules qui sont très encombrants, qui prennent beaucoup de place, et donc on aimerait que ces cars se garent dans des parkings et qu'ensuite le reste se fasse autrement, donc par des véhicules propres si possible. Le vélo est une possibilité qu'il faut encourager, et voilà donc des 3 exemples de circuits touristiques qu'on aimerait mettre en place en utilisant notamment les aménagements qu'on va développer au cours de cette mandature. J'ai aucune notion du temps qui me reste. 5 minutes, d'accord. Ok. Donc, Vélib durable et solidaire. Effectivement, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour promouvoir le vélo, et le Vélib est un bon outil parce que justement, quand il y a des pics de pollution à Paris, eh bien, le Vélib est gratuit pour la journée. Donc, on incite les gens à laisser leur voiture au garage et à circuler dans Paris avec Vélib. Un autre, dans le même genre, dans le même ordre d'idée, le mois dernier, le Conseil de Paris a voté le plan anti-pollution qu'on va mettre en place au cours des années à venir, qui va être assez draconien, qui va notamment interdire très vite les véhicules les plus polluants dans Paris. Et puis petit à petit, donc alors il y a des étoiles, je ne sais plus trop bien comment ça marche, mais il y a des catégories à l'échelle européenne qui sont mises en place. Et donc petit à petit, l'idée c'est d'arriver vers une circulation uniquement de véhicules propres. Pour les professionnels, pour les gens qui ont besoin d'une voiture, etc., il y a des aides qui sont consenties. Et pour les autres, les particuliers, 1 an d'abonnement à Vélib gratuitement, ça fait partie aussi des outils qui sont mis en place lorsqu'on prouve qu'on a abandonné sa vieille voiture diesel, etc. Alors de façon un peu plus anecdotique, Vélib et exquis, Vélib et manger sainement, ça va ensemble. Donc c'est quelque chose qui se développe beaucoup à Paris, dans un univers un petit peu, nous on appelle ça bobo, bourgeois, bohème, oui, ça vous parle. Voilà. J'insiste pas trop. Ce qui est intéressant aussi, alors c'est Vélib à travers les générations. Alors évidemment, un des usages de Vélib qui est intéressant, c'est la nuit. Alors j'ai vu que dans certaines villes, en Italie par exemple, à Milan, à partir de 10 heures du soir, le système est coupé, on peut plus s'en servir. Alors on peut comprendre les raisons. Rouler complètement bourré sur un vélo, c'est pas plus sain que dans une voiture ou sur un 2 roues motorisé, donc c'est aussi dangereux. En revanche, la tentation est très grande d'utiliser Vélib la nuit, justement dans la vie nocturne, la vie festive. Vélib est effectivement un très bon moyen. Et on voit bien sur cette courbe en jaune qui correspond à l'usage du Vélib le week-end qu'on a un pic entre 2 et 3 heures du matin là, qui montre bien l'usage de... Et en plus, quand on regarde par quartier, on voit bien que c'est dans les quartiers festifs que l'usage est le plus important. Alors, pour les gens jeunes, en tout cas, les 24 heures Vélib, c'est quelque chose qui a été institué depuis quelques années déjà. Donc, c'est pendant 24 heures. Donc, c'est une course qui passe par les Champs-Élysées et qui réunit des associations, des écoles, etc. Donc, vous avez... Anne Hidalgo, notre belle Andalouse, et Christophe Najdowski, son adjoint chargé des déplacements. Alors, quand je dis Vélib toutes les générations, c'est aussi intéressant de voir que parmi les Vélibeurs, il y a aussi des gens qui sont plutôt bien âgés. 250 abonnés annuels ont plus de 75 ans. Alors, pour ceux qui ne comprendraient pas le français, à gauche, vous avez Pierre, 87 ans. J'approuve à 100% le nouveau visage de Paris. La bicyclette est pour moi un gain de temps, une économie de fatigue. C'est quand même intéressant de se rendre compte qu'en faisant du vélo, on se fatigue parfois moins qu'en marchant, quand on a cet âge-là. Et c'est pas faux, parce que quand on marche, on doit supporter tout le poids de son corps. Si on a des problèmes de hanches, etc., c'est parfois plus facile d'être assis et de pédaler que d'être debout et de marcher.
Claude, 84 ans, qui n'a jamais abandonné le vélo depuis la libération en 1944. Et puis, il en avait marre de se faire voler son vélo. Avec Vélib, il a pu s'en préoccuper et c'est bien. Gisèle, 81 ans. Le Vélib, on en fait seul alors qu'on veut, aussi longtemps qu'on le souhaite. Donc voilà, c'est l'esprit de liberté qui gagne dans l'esprit des Vélibeurs. Et puis, quand je dis toutes les générations, c'est aussi les plus petits. Alors, je suis désolé, on leur fournit un casque quand même. Hein. J'ai compris que c'était pas forcément nécessaire. J'en suis personnellement très convaincu. Mais alors, dès que ça touche aux gamins, alors là, si on met pas le maximum, bon, c'est le débat qu'on a eu hier. Ça va pas. On est traité d'assassin, etc. Alors, le petit Vélib, c'est quoi? C'est pas un Vélib avec des stations où les gamins de 3 ans vont d'une station à une autre tout seuls dans Paris. Non, on n'est pas là encore, mais c'est quelque chose qui a été mis en place l'été dernier, qui a bien fonctionné, et donc c'est JC Decaux qui a fourni les vélos, donc c'est pour ça que ça s'appelle Petit Vélib, et puis la ville surfe un peu sur le succès du système, mais dans 10 endroits à peu près dans Paris, donc là c'est sur les voies sur berge rive gauche, qui ont été fermées à la circulation définitivement, hein. C'était une espèce de voie express dans Paris, aujourd'hui elle est rendue aux piétons complètement, et donc il y a une association qui est une vélo-école d'ailleurs, qui loue, mais aussi fait de l'apprentissage du vélo. Donc on a des draisiennes, donc des vélos sans petits trous derrière, des vélos avec petits trous, des vélos de toutes les tailles, et pour permettre soit l'apprentissage, soit d'accompagner les parents qui, eux, pour le coup, peuvent prendre un vrai Vélib et donc faire une balade sur ces espaces qui sont sécurisés sans voiture, etc. Voilà, et pour terminer, les perspectives pour l'avenir, c'est la métropolisation. Donc, depuis l'année dernière, donc, on a voté la création du Grand Paris, hein, comme Londres et comme ça existe pour d'autres villes. Du coup, la question des déplacements, la question de la pollution, etc., va donc s'étendre à tout cet ensemble de communes. Et donc, on peut se poser légitimement donc la question de l'extension du Vélib dans tout cet espace. Alors, est-ce que c'est pertinent? Alors, en fait, j'aurais dû commencer par là, mais Paris, c'est une petite ville. Hein. J'entendais hier que Barcelone, on était à 101 km². Paris, c'est 105 km². Donc, c'est beaucoup plus petit que Londres ou New York. Donc, le Grand Paris, là, on commence à se rapprocher des dimensions de Londres ou New York, par exemple. Mais voilà, donc nous, on se pose vraiment la question, est-ce qu'il y a une pertinence qu'est-ce que ça peut donner de déployer Vélib sur un espace aussi grand? Alors, pour ça, on se pose aussi la question du Vélib à assistance électrique. Donc, merci à Madrid et à l'organisation de m'avoir fait monter sur un vélo assistance électrique dimanche matin. J'ai beaucoup apprécié. Donc, c'est une vraie solution aussi pour monter les côtes, etc. Et puis, on se pose aussi la question de la location longue durée qui pourrait être associée à Vélib. Par exemple, pour les étudiants qui viennent 8-9 mois par an à Paris pour des études, etc., plutôt que de s'abonner à Vélib, bien que ça reste une solution. L'idée de leur fournir un vélo pour cette durée-là et pas plus pourrait être aussi, peut-être aussi quelque chose qui manque dans le paysage du vélo d'une manière générale. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention.